Voilà, allez, bonsoir à tous. Donc, après les 7 premières conférences, on entame maintenant un paquet de 12 conférences qui vont avoir un unique thème général, c'est la formation de l'hégémonie bourgeoise. On va prendre les choses à différents points de vue. Aujourd'hui, dans 15 jours, c'est l'hégémonie bourgeoise prise sur 3 siècles et en Europe. Donc c'est un point de vue très général, c'est pour commencer. En janvier, il y aura 2 autres conférences qui vont resserrer la focale énormément, puisqu'on va prendre la formation de l'hégémonie bourgeoise sur 20 ans, c'est complètement différent, sur 20 ans, 1770-1790, et en France. Donc on va regarder comment la bourgeoisie, 20 ans avant sa prise de pouvoir, elle ne le sait pas encore, elle ne le sait pas encore, mais comment son hégémonie culturelle est déjà installée, et bien installée. Donc ça, c'est les 2 suivantes. Il y en aura 2. Sur ce thème-là, il y en aura 2. Après, on va regarder les choses après la Révolution. Les 4 dont je viens de parler, c'est avant. Et après, on va passer après la Révolution, au 19e d'abord et au 20e après. Alors au 19e, on va regarder l'école, la formation de l'hégémonie bourgeoise par l'école, le 8 février, après par la philosophie, le 1er et le 15 mars, après encore par l'histoire, le 29 mars, tout ça au 19e. Et au 20e, on va regarder la formation de l'hégémonie bourgeoise en économie, 3 mai, et dans l'entreprise, 10 et 17 mai. Voilà. Et il y en aura encore quelques autres, mais pour aujourd'hui, cela suffit. On en parlera une autre fois. Alors, aujourd'hui donc, la formation de l'hégémonie bourgeoise en Europe sur 3 siècles, mi-15e, mi-18e. J'insiste avec des grands gestes, c'est pour dire que ce n'est pas une conférence au cours de laquelle on va rentrer dans des grands détails, évidemment. Donc il s'agit de pointer des évolutions, de fournir des repères, etc. Ma base de travail, la voici. Donc c'est un ouvrage monumental de Alain Beer, qui est un économiste, le premier âge du capitalisme, ça s'appelle, et cela embrasse tout le capitalisme de 1415 à 1763. Voilà. Je vais m'appuyer là-dessus. Donc il y a 3 tomes, 1, 2 et 3. Donc un volume et 2 volumes. Donc 4 volumes, 4200 pages au total. J'ai résumé le tome 2, qui fait 800 pages, et vous l'avez sur mon blog, un fichier PDF sur mon blog, le résumé du tome 2. Voilà. Le blog Les Amis de la Liberté. Alors, le site des Amis de la Liberté, quand vous êtes sur le site des Amis de la Liberté, vous le petit nouveau là, ouais, j'ai écrire. Vous allez tout en bas à gauche. Blog de Daniel Amédro, et vous trouverez ça. Voilà. Alors, la structure d'ensemble de l'ouvrage, elle est la suivante. Dans le tome 1, Beer décrit dans quelles conditions le capitalisme a créé les bases de son développement. Et quelles sont ces bases? C'est la guerre, le colonialisme,
Enfin bref. Et l'esclavage. Et l'esclavage. Voilà. Tome 1. Donc, Amérique du Nord, Amérique latine, etc. etc. Bref, là, il y a de quoi faire un beau livre noir du capitalisme. Dans le tome 2, Beer explique comment, sur la base de l'esclavage, colonialisme, la guerre, comment le capitalisme s'est développé, a mis en place, comment se sont mis en place les rapports capitalistes de production. On parle aussi des guerres et des révolutions à travers lesquelles ça s'est fait, mais là plutôt en Europe, et non plus à l'extérieur, en Europe. En Europe, pas forcément sur terre, hein, mais aussi sur mer, bien entendu. Et comment a été créé l'État, et puis aussi, après, au bout du bout, eh bien, on va dire, la société capitaliste, la modernité, l'individu capitaliste, l'individu libéral, etc. Et dans le tome 3, en 2 volumes, eh bien, Beer applique la grille d'analyse du tome 2 à tous les pays d'Europe. Les uns après les autres, ils passent tous à la casserole. Il analyse le processus qu'il a défini ici, il l'analyse pays par pays. Là, c'est Europe, et là, c'est pays par pays. Et moi, je reste pays, je reste Europe, hein, parce que je veux être synthétique et repérer des choses. Voilà. Alors, deux conférences. La première, aujourd'hui, c'est pour d'abord parler de l'approfondissement des rapports capitalistes de production, et la deuxième, et puis aussi parler des guerres et des révolutions qui accompagnent cette affaire-là. Et le 14 décembre, eh bien, nous parlerons de la formation de l'État capitaliste et de ce que Beer appelle l'invention de la modernité. Et quand on aura fait tout ça, eh bien, on aura survolé le tome 2. Quel est 7 décembre? Il y a quelque chose? Rien du tout. Non, non, il n'y a rien. J'ai déplacé, c'était prévu le 7 au départ. J'ai déplacé du 7 au 30 novembre parce que je me retrouve maintenant avec une réunion le 7. Voilà pourquoi votre fille est malade. Donc, hein? Mais elle se porte bien. Mais elle se porte bien. Donc, le parachèvement des rapports capitalistes de production, c'est mon premier point aujourd'hui. Je vais aborder 6 thèmes sur ce premier point. Le capital commercial, le capital financier, le prolétariat, le capital industriel, le marché capitaliste et 6e, les politiques mercantilistes. Donc je vais vous proposer quelques notations impressionnistes sur chacun de ces thèmes. Si le sujet vous intéresse, la première chose que vous pouvez faire, c'est de consulter l'abrégé, hein, qui est beaucoup plus précis. Le rapport entre le nombre de signes entre les deux conférences d'aujourd'hui et du 14 et l'abrégé, c'est le rapport de 1 à 3. Là, il y a 30 000 mots, et dans les deux conférences d'aujourd'hui et du 14, il y a 10 000 mots. Donc, ça vous donne une idée du degré de précision que vous pouvez trouver. C'est 3 fois plus. Alors, les rapports capitalistes de production. Commençons par définir, pas définir, mais préciser par où ça passe.
ce que cela suppose. Quelles conditions? Il y a 4 aspects. Premièrement, pour pouvoir parler de rapport capitaliste de production, premièrement, il faut du capital argent accumulé. Ce qui n'est possible que si, au préalable, du capital marchand, alors soit commercial, ce sera un point, soit financier, ce sera un autre point, s'est accumulé lui-même. Capital marchand s'est accumulé. A été thésaurisé et est prêt à être investi comme capital argent. Deuxièmement, il faut, je répète, première condition, il faut que du capital argent ait été accumulé, ce qui suppose, parce que d'où il vient, d'où il venait, ça suppose du capital marchand. Alors, marchand, ça peut être commercial ou financier, qui a été du capital marchand accumulé et thésaurisé, et qui est prêt à être investi en tant que capital argent. Deuxièmement, il faut que les moyens de production et les forces de travail soient transformés en marchandises. Moyens de production, les machines, les locaux, tout ce que vous voulez, l'énergie et autres, et les forces de travail, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, soient transformées en marchandises. Troisièmement, il faut que le process de production revête des caractéristiques spécifiquement capitalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce process, il doit être productif. Capitaliste, productif, efficace, efficient. Et il doit être, diable, profitable, évidemment. Si ce n'est pas profitable, on n'est pas dans une logique capitaliste. Donc générer un profit. Et quatrièmement, il faut un marché régulier, étendu et en expansion pour absorber les marchandises produites qui ne cessent de sortir des ateliers ou des usines. Voilà. 4 conditions. Et en plus de tout ça, il faut que l'État, qui est en cours de construction, apporte son appui sans faille à tout cela, à chacun de ces aspects et à bien d'autres d'ailleurs. Bien. L'État, la contribution de l'État. Voilà, donc c'est tous ces points que je vais brièvement évoquer. Je répète une dernière fois, je ne le ferai plus, que pour plus de détails, vous avez l'abrégé. Bien, premier point, le capital commercial. Quelques notes là-dessus. Il connaît un mouvement de développement, d'accumulation et de concentration important en lien avec l'ouverture des nouvelles routes commerciales, maritimes, en direction des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie. Donc, tome 1, sur lequel je ne vais pas insister, mais colonisation, nouvelles routes maritimes, les grandes découvertes, etc. etc. L'or, je vais y revenir, etc. Donc, le capital commercial se développe énormément. Les compagnies des Indes orientales, des Indes occidentales, vous connaissez ça sans doute, se développent et réalisent des bénéfices somptueux. Dans ce contexte, et en retour, le commerce, les marchandises nouvelles arrivent en Europe. Après que le commerce s'est implanté, développé partout, eh bien, tout ça finit par arriver en Europe.
Les épices, ça c'est presque Magellan. anecdotique, mais bon. Donc des nouveaux produits qui sont mis à la vente, qui sont proposés à la vente. D'après Pierre Chaunu, un historien français, l'or et l'argent représentent alors 3 fois le commerce de blé, qui est le plus grand commerce de l'Ancien Monde. Les choses s'accéléreront encore au XVIIe siècle, quand les Néerlandais, là c'est leur siècle, le XVIIe c'est le siècle des Néerlandais, quand ils vont s'emparer du commerce asiatique. Bref, l'époque est mercantile. Voilà. Dans ce contexte, eh bien, vous pouvez vous douter que les pratiques commerciales évoluent. Hein. La zone géographique à partir de laquelle ça s'opère évolue considérablement, elle se métamorphose, les pratiques évoluent. Le commerce de gros apparaît, les foires spécialisées apparaissent, les foires universelles apparaissent, et elles viennent s'ajouter aux foires périodiques. Ce sont peut-être les plus connues, les foires là vers Mâcon, Champagne, etc. Ces foires périodiques, donc elles viennent s'ajouter aux foires périodiques, toutes celles que je viens de citer. Autres pratiques qui apparaissent dans ce grand mouvement, les pratiques de compensation entre créances et dettes, c'est-à-dire, ça a un nom, c'est les lettres de change. Bien. C'est de cette époque-là. Ce n'est pas du tout, contrairement, je vais abattre beaucoup de stéréotypes ou d'idées reçues dans ce domaine, vous allez voir, ce n'est pas fini. Les lettres de change, mi-15e. Le marché tend à devenir permanent, alors qu'avant, il était périodique, les foires périodiques. Là, il tend à devenir permanent. Apparaissent aussi le commerce d'entrepôt, qui n'existait pas. Le commerce d'entrepôt. La vente aux enchères. C'est de cette époque. La vente à distance. La vente sur échantillon. Les bourses du commerce, c'est plus connu. L'assurance commerciale, il fallait assurer les navires et les marchandises sur les navires. Le courtier, bon, tout ça c'est de cette époque, j'en passe et des meilleurs, beaucoup plus de détails dans l'abrégé ou dans le livre. Les techniques comptables évoluent aussi. Je me contente de dire qu'elles évoluent, je me garde bien de les décrire, bien entendu, si ce n'est pour dire qu'apparaît la comptabilité à double colonne, hein, dont la technique m'échappe, mais qui est une évolution très importante dans la comptabilité. Un droit des sociétés commence à émerger, enfin, je m'arrête là, hein, sur les pratiques commerciales. Deuxième point, le capital financier. Il se développe lui aussi de manière spectaculaire. Recours de plus en plus fréquent au crédit commercial, reconnaissance de dette, cédules, billets au porteur, lettres de change et bancaires. Escompte des traites et de prêts bancaires, émission de monnaie fiduciaire, des billets de banque. Oui, encore une fois. Hein, Comment ça fonctionne la lettre d'échange? alors je pense que Ça existe toujours. c'est une lettre au porteur. La lettre dit que quelqu'un est redevable d'une somme à cette personne qui est porteur. Voilà. Ça existe. Alors, je peux expliquer. Aujourd'hui, ça existe. Quand on est entrepreneur, on peut avoir une lettre de change. Alors, on peut la transférer à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, soit moi, je reçois une lettre de change. Des sous, Des tu peux sous, les transférer à ça m'est une autre arrivé. personne. Soit je le mets à la banque, ou je peux donner à quelqu'un d'autre. C'est actuel aujourd'hui. C'est au porteur, la lettre. C'est au porteur. Ah Ouais, oui, ouais, c'est au porteur. On l'utilise de moins en moins, mais ça existe toujours. Je pense, sauf erreur, Jean-Pierre, que sur la lettre, c'est
le porteur de cette lettre. Oui, et alors, il y a un destinataire, mais on peut le transférer. C'est ça. Voilà. On n'en demande pas plus, mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce genre de technique date de cette époque-là, parce qu'on a un petit peu tendance à penser que notre époque très financiarisée a inventé beaucoup de choses. Je ne le nie pas. Je ne nie pas que l'époque a inventé beaucoup de choses, beaucoup de produits financiers. Mais elle n'a pas forcément inventé le meilleur. Le meilleur, c'est sûrement ça. Alors que ce qu'a inventé notre époque actuelle, disons, je vais m'abstenir d'évaluer, mais je veux dire, certains produits, là, moi je ne connais pas les noms, mais certains produits qui ont débouché sur la crise de 2008, par exemple, c'est pas forcément génial. Hein. Bref, c'est pas notre sujet. Donc, dans la suite de ce que vient de dire Hugues, donc les premières compagnies d'assurance apparaissent au XVIe siècle, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué, et dans toute cette folie, le gonflement des dépenses publiques et du crédit public qui va avec, dépenses publiques, crédit public, eh bien, ça dope aussi le capital financier. Parce qu'évidemment, quand on dit crédit public, dépenses publiques, c'est-à-dire la puissance publique emprunte, elle contracte des dettes, mais il ne faut jamais oublier qu'en face des dettes, il y a un créancier. Et donc, qui sont ces créanciers? Eh bien, déjà à cette époque-là, c'est la bourgeoisie financière. Déjà à cette époque-là, elle est en train, c'est là qu'elle commence à se faire son précaire. Jacques Coeur. Jacques Coeur. Les premiers marchés financiers apparaissent. Donc il y a deux grandes places financières qui sont très connues. C'est Anvers. Alors Anvers, c'est au cours du second XVIe siècle que Anvers domine. Et ensuite Amsterdam au début du XVIIe. Voilà, sur l'aspect capital financier. Le troisième point, c'est le prolétariat. Parce que, bon, on vient de citer un certain nombre de personnes, là, hein, donc on voit à peu près hein, qui représente la partie bourgeoise, mais qui représente l'autre partie, le travail. Alors, la réponse à cette question, elle va venir à travers tout un processus d'expropriation des producteurs. Il faut entendre par là, au sens strict, la séparation des producteurs de fait ou de droit, des moyens de production qu'ils mettent en œuvre et des moyens de consommation, de subsistance qui assurent leur entretien et leur reproduction. Voilà. Donc, ça va se faire comment? Là, il va y avoir une dissolution des rapports féodaux de production. Cette dissolution, elle va se faire par le bas et par le haut. Alors, par le bas, c'est les paysans qui vont se mettre à livrer sur le marché une part croissante de leurs produits, alors qu'avant, ça restait en autoconsommation. Et il y a beaucoup d'autoconsommation qui demeure, hein, bien sûr. Elle reste même majoritaire et très longtemps, même encore au 19e, c'est pour vous dire. Mais à partir du 16e, les paysans ils commencent à mettre sur le marché quelque chose, une partie de leur production. Et les rapports féodaux de production vont se dissoudre aussi par le haut. Alors, comment? Eh bien, c'est le fait que les nobles appauvris par l'évolution économique, les nobles appauvris, ils réduisent leur domesticité. Et en réduisant leur domesticité, mais ils ne font pas que ça, certains
vont se reconvertir propriétaires fonciers, vont louer leurs terres, etc. Voire même, certains vont se reconvertir capitalistes, en bravant l'interdiction de déroger. Les nobles n'ont pas le droit, etc. Certains vont braver. Ils seront peu nombreux, à vrai dire. Hein. Peut-être qu'ils s'en mordront les doigts plus tard, au fil des temps. Mais certains vont devenir des capitalistes agraires. L'État aussi va jouer un rôle dans tout ça, avec les guerres et avec la pression fiscale que cela va engendrer et qui va appauvrir encore des personnes, des pauvres, mais aussi des nobles, qui va fragiliser la structure féodale. En conséquence de tout ce qui précède, indique Alain Bire, l'existence d'une masse de miséreux est arrivée, avérée même, à la campagne comme à la ville, pendant toute la période qui nous intéresse ici. Alors c'est là qu'intervient l'histoire de la contrainte du travail salarié, de l'apparition des prolétaires. Sauf que il y a quand même un problème, c'est que les miséreux, mais ça on le sait tous, ce sont des fiefés fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Colbert s'en plaint à l'intendant de Bourges. La fainéantise est si grande dans la ville et le plat pays que j'avance que je ne puis revenir de l'étonnement où m'a mis leur paresse. Et ce ne sera pas une petite affaire que de réduire ces gens-ci à travailler de la bonne manière. Voilà. Ça, c'est Colbert. Ça, vous pouvez la retenir, cette phrase, réduire ces gens-ci à travailler de la bonne manière. Vous pouvez retenir cette phrase, pourquoi? Parce que tout le programme de la bourgeoisie industrielle est dedans, et encore aujourd'hui. Le code noir aussi. Eh ben oui, voilà. La bonne manière, ça fait combien d'heures par jour? Alors là, 46. il ne faut pas le dire. Alors, qui va s'y coller dans tout ça? Qui va faire monter cette mayonnaise? Eh bien, c'est l'État. L'État. Qu'est-ce qu'il va faire, l'État? Il va obliger les gueux à accepter les nouveaux contrats de travail. Comment? Il va durcir les conditions d'accès à la charité. Je prends un exemple qui n'est pas français, mais anglais. C'est des lois de 1500 ou 1400 par là, dans les 1400-1500, où en Angleterre, il y a des lois qui suppriment toutes les procédures de charité et qui à la place mettent en place... c'est ça, voilà, les working house. Bon, qui seront ensuite réformés plusieurs fois et finalement supprimés, mais quand on regarde... Alors c'est dans un autre livre qu'on a droit à la description de ça, c'est dans La Grande Transformation de Polanyi, La Grande Transformation, collection Tel-Gallimard. Polanyi explique dans le détail comment tout ça se passe et il explique aussi que au bout du bout, cela sera un échec. Mais sur le moment, l'État anglais, eh bien, il apporte cette contribution-là à l'évolution économique. L'autre évolution, c'est la lutte contre le vagabondage. Tout ça est relativement banal. C'est l'interdiction de la mendicité. Mais il y a certaines choses ici là, qui ont des relents actuels. Bien entendu. Mais si je peux, l'interdiction de la mendicité sous Louis XIV, je pense que c'est sous Louis XIV, le gouvernement royal a
créer des hôpitaux, un hôpital à Paris, l'hôpital général, je crois que ça s'appelait. L'idée, c'était de rassembler tous les mendiants qui déferlaient un peu de partout parce qu'ils étaient malheureux. Voilà. Il y en avait plein à Paris, donc on les avait mis dans cet hôpital général. Alors là-dedans, il y avait des gens très malades, il y avait des miséreux, tout ça. Tout ça a été confondu dans des conditions d'hygiène hallucinantes. Ceux qui pouvaient, c'est ce que tu disais, là, les fainéants, tout ça, qui résistaient encore, allez, plouf, on les faisait travailler. Voilà. Et ça a eu, alors je ne sais plus, mais il y avait, en quelques années, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts dans ces conditions d'hôpitaux généraux qui étaient, enfin c'était le bazar, mais ça n'a pas empêché qu'il y a eu peut-être plus d'une vingtaine d'hôpitaux généraux créés en province, ailleurs qu'à Paris. Et c'était cette idée que les gens, il fallait qu'ils travaillent, qu'ils soient soignés, et il y a eu plusieurs milliers de gens morts. Alors, c'était sous Louis XIV. Le travail forcé donc, de sorte que tout ça mis bout à bout, eh bien, le travail libre, c'est-à-dire le travail, le nouveau contrat de travail bourgeois, le travail libre va se développer, bien entendu, travail libre entre guillemets, mais sous la menace de son contraire, c'est-à-dire le travail forcé. Hein? Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et l'État ne va pas s'arrêter là. Après avoir contraint les gens à se prolétariser, eh bien, il va intervenir par le droit, encore une fois. Il va réglementer le niveau des salaires. Il ne faudrait pas croire que ce genre d'actes réglementaires date d'aujourd'hui. Non. L'État réglemente le niveau des salaires. Il définit dans le détail les conditions d'emploi et de travail, l'État. Il va imposer l'embauche à vie, avec un préavis très long, jusqu'à 1 an, voire plus. Et le départ interdit tant que le remplaçant n'est pas arrivé. Voilà. Ça reflète la question du manque de main-d'œuvre aussi. De main-d'œuvre, disons, pour les nouveaux contrats. Hein. Là, on ne parle pas de la campagne, là. Hein. On parle des artisans de la ville. Et puis, il va, évidemment, bien sûr, il va réprimer les coalitions ouvrières que l'on appelait des cabales. Voilà, des cabales. C-A-B-A-L-E. Voilà, pour le prolétariat. Donc, vous voyez, ce que vous pouvez retenir, c'est que l'État a joué son rôle depuis le début, y compris au XVe siècle, il y a 6 siècles de cela. Le capital industriel, maintenant, c'est le 4e point. Beer cadre la problématique du capital industriel dans ses liens avec le capital commercial et le capital financier. Pour que les rapports capitalistes de production puissent se parachever, il ne suffit pas que du capital argent se soit accumulé en quantité suffisante, ni même que ce dernier puisse s'échanger contre des moyens de production et des forces de travail. Il faut encore que ces derniers se combinent de manière que le process de travail, soit simultanément un process de valorisation, formateur de valeur et de plus-value. Cela implique la transformation de l'ensemble des aspects matériels et humains, techniques et organisationnels, des process de travail hérités de l'histoire pour les subordonner aux exigences d'une valorisation du capital. Ce n'est qu'à cette condition que se constitue ce que Marx dénomme le capital industriel. Voilà. Donc ça, propos général, on peut distinguer
c'est très classique. On peut distinguer la sphère de l'agriculture, le monde de l'agriculture. À côté de ça, eh bien, tout ce qui est le monde de la manufacture, premier stade d'évolution. Et puis le troisième monde que l'on peut distinguer, eh bien, c'est l'industrie automatique qui existe déjà, bien entendu, avec des formes évidemment particulières. Alors, sur le capital agraire, tout d'abord, il va progresser tout doucement, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'autoconsommation va quand même résister pas mal. L'autoconsommation va résister aux avancées du marché. Hein, je disais tout à l'heure que les rapports féodaux sont mités par le bas, par la mise sur le marché des productions des paysans, mais ça reste marginal, minoritaire, et l'autoconsommation quand même, elle résiste pas mal, et en France en particulier. Ensuite, les formes pré-capitalistes de propriété foncière, c'est pareil, elles vont résister aussi. Les formes féodales de propriété foncière, elles vont résister. Et enfin, les techniques et les pratiques agricoles vont rester largement traditionnelles. Ce faible développement va peser d'ailleurs sur la démographie. Attention, à l'époque, il y a 90% de paysans en France. Okay. Au moment de la Révolution, en France, il y a 90% de paysans. Donc, si les conditions socio-économiques et démographiques sont resserrées, évidemment, ça a une incidence sur la démographie générale, évidemment. Et du même coup sur le développement des villes. Pourquoi? Parce que c'est la campagne qui fait vivre la ville, évidemment. C'est pas autrement. Et donc, au bout du bout, eh bien, ça a une incidence sur la croissance du marché intérieur. Et c'est là où on retrouve une problématique capitaliste, marché intérieur. Les capitalistes, eux, c'est marché intérieur, marché intérieur, marché intérieur. Donc il faut que ça croisse. Et là, il y a un frein. Le capital industriel maintenant, après le capital agraire, le capital industriel, au contraire, il se développe de manière remarquable, sous la forme de la manufacture, avec les deux formes de la manufacture que vous connaissez peut-être, la manufacture éclatée d'abord et la manufacture réunie ensuite. Dans la première forme, les travailleurs ne sont pas encore réunis en un même espace-temps de production et conservent pour partie leur ancienne indépendance. Alors ça veut dire quoi? Ben, c'est un banquier, un marchand, qui avance à un groupe d'artisans qui leur avance de l'argent, quelquefois aussi, pas toujours, la matière de travail, éventuellement aussi les moyens de travail, et il se charge d'écouler la production. Ça toujours, il se charge d'écouler la production. Par exemple, acheter un métier à tisser, et après il achète le tissu fabriqué. Voilà, donc il leur procure éventuellement les métiers à tisser, éventuellement. Ils les ont peut-être déjà si ce sont des artisans. Ils les ont peut-être déjà. Mais si on est dans le cadre d'une extension de marché, c'est lui qui va procurer la troisième machine. Bon, par exemple. Et les deux autres, elles sont fournies par les artisans, c'est leur propriété. Et il fournit la troisième. Il fournit le tissu, éventuellement. C'est pas obligé. Hein. La contribution du marchand peut se limiter à de l'argent. Il file de l'argent et les artisans se débrouillent avec. C'est le cas le plus fréquent. Puisque là, on a affaire à des artisans, ils ont déjà leur atelier, ils sont équipés, ils ont leurs machines, ils ont leurs ouvriers, leurs compagnons. Et ils n'ont pas besoin
de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'argent pour se développer. Les tisserands, quoi. Voilà. Donc, des tisserands, le cas du tisserand est très bon, hein, parce que le tissage est une activité dominante à l'époque. Donc, le marchand leur file du capital argent et ils se débrouillent avec ça. Mais quelquefois, c'est ce que je dis, quelquefois, ça va un petit peu plus loin, le marchand, pour des raisons XY, eh bien, il s'occupe lui aussi de la machine à tisser, du tissu, etc. Voilà. Mais en tout cas, ça, ce sont des options. Dans tous les cas, c'est le marchand qui s'occupe d'écouler la marchandise. Puisque là, il y a l'effet de masse. Hein, 3, 4, 5, 6 artisans, et on a un seul flux de vente. Donc, il y a un effet de masse intéressant. Dans cette phase-là, le marchand ne contrôle pas encore le process de production. C'est les artisans qui contrôlent, c'est pas le marchand. Mais il concentre entre ses mains les moyens monétaires, matériels et humains. Et donc là, vous avez... Et la marchandise. Donc là, vous avez une première avancée. Dans la manufacture réunie, maintenant, ou manufacture proprement dite, les producteurs, avant c'était des artisans, là maintenant les producteurs, ce sont des travailleurs salariés. C'est-à-dire que des artisans ont basculé dans la condition de salariés. C'est ça que ça veut dire. Et le process de travail, il est dirigé directement par le capital industriel, par le marchand, dirigé par le marchand. La mise de fonds est en général, bien sûr, plus importante. On est dans un local, hein, dans un vaste local, dans un vaste atelier, un parallélépipède qui peut faire 30, 40, 50 mètres. On a tous vu des images, hein, d'ateliers très très anciens. La mise de fonds est importante, mais les effets d'échelle, les économies d'échelle, c'est le top. Hein, parce que là, il y a un process de production qui est quand même bien différent. Cette deuxième phase correspond à un degré supérieur de concentration et de centralisation de la richesse sociale et des forces productives. Après ça, donc manufacture éclatée, manufacture réunie, ou proprement dite, après ça va venir le stade de la fabrique. Juste une petite question pour la période avant. Je m'imagine un meunier. Un meunier, il va recevoir donc les graines de la part de plusieurs paysans. Et lui, il est quoi là-dedans? Est-ce qu'il est considéré comme un artisan? Et comment ça se passe au niveau capital? Je veux dire, le moulin est à qui? Il est meunier, le moulin, la meunier, il est artisan. Il est artisan, oui. Je prends un cas type, typique. Le meunier, il est artisan. Il a déjà un certain statut. Il a son statut d'artisan et il est affilié à sa corporation des meuniers. D'accord. Affilié à la corporation. Sous l'Ancien Régime, c'est incontournable. Tu ne peux pas exercer le métier de meunier si tu n'es pas, affilié à la corporation. Et oui, même chose, tisserand, tout pareil, tous les métiers. Cordelier. Ah oui, voilà. Tous les métiers. Chaque métier a sa corporation. C'est ça que les bourgeois, ils ont foutu en l'air. Hein. Ils n'en voulaient plus de ça. C'était en même temps un frein à la création, à l'inventivité. Ben oui. Et c'est pour ça que... Oui, mais dans le cas du meunier, il a quoi à faire. Oui, bien sûr, mais il pour faut moudre la graine, d'autres travaux... Bon, il faut voir. C'est d'ailleurs pour ça que, au moment de la Révolution, les révolutionnaires ont aboli les corporations et donc les syndicats. Voilà. Parce que après ça pouvait un certain pouvoir, ça et donc voilà, après On rentrait par cooption. Hein. On rentrait par cooptation. Ah oui.
À la tête d'une corporation, il y avait une jurande. Voilà, puis il y avait le côté religieux, la Rituel. procession dans les églises, dans Rituel. les... Voilà, Il y avait une jurande, donc un petit groupe d'artisans qui réglementaient, qui régissaient, qui dirigeaient la vie de la corporation dans un pays. Donc les moulins appartenaient à la corporation. Non, Non. à l'artisan. Ah, Alors le moulin, je ne sais pas trop si l'exemple est... Enfin, on peut avoir... Parce que le moulin, c'est quand même... C'est ancré dans la C'est grève, foncier, dans On est dans le foncier, là. Oui. Alors que les autres corporations, elles étaient beaucoup plus urbaines. Enfin, il me semble, hein, là, j'ai Et pas puis les trop, bois, il fallait couper les arbres. j'ai Oui, pas trop, oui. creusé, mais il me Ils semble étaient que qu'artisans. ça pouvait être ça. Ouais. Tu vois, tout ce qui est meunier, transformation de la matière première agricole, c'est quand même très ancré dans le domaine. Mais ça n'empêchait pas le meunier d'être artisan. Ah oui, mais d'ailleurs c'était une Il personnalité. n'était pas forcément, il était sûrement, il pouvait être lié à la commune. Si c'était la commune, Oui, alors là, ça dépend, Faut voir. parce qu'il pouvait être Le aussi Seigneur, il lié parlant des cieux. aux nobles, ou au aux seigneur, seigneurs. éventuellement au Donc seigneur, ça dépendait des moments, hein, Voilà. des C'était endroits propriétaire foncier, souvent les seigneurs. Et oui. ou les propriétaires fonciers. avec... Moi, ce qui me fait être étonné, parce que j'apprends plein de choses que je ne sais pas, c'est toujours pittoresque, c'est que quand on voit le côté féodal, l'apparition des châteaux forts, pour protéger les gens, vous allez, s'il y a la guerre, on va vous protéger, allez, construisez les châteaux, d'abord, premièrement, hein, donc corvée, Corvée. obligé. Ensuite, le statut de corvéable, il apparaissait tout de suite par la peur. Hein. Ensuite, par rapport à l'existence d'un début de, disons, de territoire limitrophe, parce que chacun avait son château et son territoire, il y avait d'emblée des polices qui étaient déjà là. Les gens étaient vérifiés. Des milices. Mieux que ça, des troupes. Ouais, Le seigneur avait ses troupes. bien sûr. Le moindre paysan qui volait un lapin, parce que ce que vous racontez, c'est idéalisé pour moi. Ce changement, bon, bien sûr, j'ai en tête Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Bon, on est quand même au XVe siècle. Là, hein. Bon, avant, il y a Jacques Coeur. Bon, mais entre-temps, il y a eu les Templiers qui sont passés par là, qui ont organisé beaucoup de choses. Philippe le Bel, il s'en est passé des choses. Bien sûr. Des bouleversements. Mais Non, c'est intéressant ce que vous dites, c'est passionnant. On va y venir, hein, parce que Mais il faut pas j'aurais aimé confondre. quand même, ça, enfin, pour ma compréhension, que les prémices soient établies. Parce que là, ce que vous dites, c'est surprenant, à commencer par à savoir à qui était le moulin du meunier. Parce que, Non, mais moi je pense quand même que l'objet du travail là, c'est quand même le début aussi. Il faut tout s'imprime. ah ben ça s'est fait sur des C'est siècles, le début on est du d'accord. capitalisme et en même temps que se développe ce capitalisme provoqué par les grandes découvertes. Il faut bien dire que les grandes découvertes, c'est fondamental, parce que ça apporte justement le pognon, l'or, tout ça, quoi. Ça a été multiplié Ouais, mais à par commencer 10. par Colbert. Ça a été multiplié par 10. La masse de l'or surtout, en Europe, c'est fabuleux. Donc ça, c'est 15e siècle, 1492, Colomb, et puis hop, on y va. Et donc là, à partir de ce moment-là, tout se mêle. Il y a tout ce début de capitalisme qui se fait, mais en même temps, il y a des forces. il y a d'autres forces. En même temps que ce capitalisme se fait, il y a une forme de diminution de la féodalité. Oui, ça va Et doucement. dans le même temps, mais tout est dialectique, comme on pourrait dire, dans le même temps, il y a aussi le pouvoir royal qui se forme. Parce que ce pouvoir royal, vous parliez de Philippe le Bel, c'est un peu un départ, ça.
Et paf, je crois que c'est lui, je me souviens plus parce que j'ai la tête vieille, mais je crois que c'est lui qui crée un impôt spécial pour l'État. Parce que voilà. Et donc, il y a ça, il y a les parlements, il y a le pouvoir royal qui s'organise au détriment des seigneurs. Et ça se fait à partir des grandes découvertes, vraiment que ça s'accélère. Donc il y a tout qui intervient et le pouvoir central, l'augmentation du pouvoir de la royauté se fait à ce moment-là aussi. C'est pas rien que, par exemple, à Louis XIV ou même avant, on fasse, au moment des grandes découvertes, justement, juste après, paf, on n'arrivait pas à développer les colonies parce qu'on manquait de main-d'œuvre. Les gens qui étaient là-bas, ils étaient trop malades, on les avait décimés. La traite des Noirs, c'était pas encore au point. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire, comment dire, envoyer tout plein de mendiants, tout ça, de gens, même de fils d'artisans qui ne travaillent pas, tout ça, hop, on les envoie dans les colonies pour travailler comme esclaves, ou on verra, voilà. Et il y a à Paris des rafles. Des rafles qui prennent les jeunes gens et qui prétendent les envoyer comme main-d'œuvre. Sur les ports aussi, il y a des rafles, et on les met direct dans le bateau. Les parents, ils étaient affolés, quoi. Et en plein Paris, c'est comme ça, quoi. Mais c'était les années après l'installation de la colonisation. Il y avait une contradiction, parce qu'à un moment donné, il y a le développement, donc, de cette accumulation de recherche de profit. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait le servage, mais le seigneur, il préférait, parce qu'à la différence des autres pays, de l'Allemagne et de l'Angleterre, la France, c'était plutôt un système usurier, il ne fallait pas travailler, les seigneurs, les nobles. Mais il y avait cette contradiction, donc on s'est aperçu que le servage, le problème, il fallait loger et nourrir les serfs, et c'est pour cela qu'il y a eu la salarisation. C'est-à-dire ils sont autonomes, ils n'ont pas de travail, ben, ils ne mangent pas, hein, ils se démerdent à se loger, je prends des raccourcis, hein. Mais cette évolution, elle a eu cette contradiction, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments, de facteurs qui ont joué... Au moment où se créent justement les conditions de ce capitalisme avec les grandes découvertes et les dizaines, centaines d'années un peu plus tard, il ne faut pas croire que la féodalité telle qu'on aime bien quand on est gamin et qu'on nous raconte le seigneur, le serf, le machin, le truc, ça a disparu, enfin ça n'a pas disparu, mais ça s'est considérablement effiloché avec, je parle de la France parce que je connais mieux, mais avec l'augmentation en fait, du pouvoir royal à partir de Hugues Capet, quoi. Et au fur et à mesure... Avec tout le respect que je vous dois, vous avez l'air très cultivé, érudit. Prof d'histoire. Voilà. Ça, c'est tout de suite, je l'ai reçu en pleine figure. Mais il y a quand même... Non, moi je suis primaire avant tout. Non, mais c'est pas grave que quelqu'un... Je veux dire par là que le lien permanent qui a existé pour tous les individus dans différents siècles, c'est la famille. La femme, elle trouve un homme, il y a des enfants qui arrivent, les enfants ils resteront avec le père, ils partiront pas, après on sélectionne celle qui peut arriver. L'institution dominante, pour moi, primaire, c'est la famille. Bon, peu à peu, personne ne pouvait prendre sa liberté. Dire bon, moi je m'en vais. Non, mais il ne faut pas trop si généraliser. Non, mais vous êtes en train de casser la cabane? Pas du tout. Vous êtes en train d'anticiper sur des aspects qu'on évoquera dans 15 jours. Oui, viendront ceux-là, on est d'accord. Notamment sur la famille. Et puis, d'autre part, une réflexion générale, c'est que la grande caractéristique
la plus globale de cette période sur laquelle nous réfléchissons, c'est d'être, ça a déjà été dit une première fois, d'être une période de transition. Alors, vous avez des forces historiques qui sont en train de prendre en pleine figure des nouvelles pratiques économiques, des nouveaux acteurs, des nouvelles marchandises, des nouveaux circuits commerciaux. Qui est-ce qui prend en pleine figure? C'est la féodalité, très grossièrement, hein, qui voit arriver des gens là, qui se dénomment des marchands, des financiers, etc., etc. C'est quoi ce truc? Enfin, etc. Et autre évolution, c'est que dans les mêmes années, est en train de se reconstruire l'État. Ça aussi, on va y venir, mais dans 15 jours. Dans les mêmes années, l'État est en train de... Alors, avant l'État et en même temps, il y a la monarchie. Parce que la féodalité, elle est en train d'être déstabilisée par les évolutions. Et qui va tirer parti de cette déstabilisation? Eh bien, c'est la monarchie. On va d'abord voir arriver des rois, la royauté, et puis ensuite, on va passer de la royauté à la monarchie. Ça, on va le voir dès aujourd'hui. On va avoir un mouvement, si vous voulez, royauté, monarchie, absolutisme. Typiquement, évidemment, quand on dit absolutisme, c'est Louis XIV, typiquement. Bien, mais tout ceci est le fruit d'un mouvement. Enfin, François Ier avait fait pas mal non plus. Et voilà, donc on a une période qui est extrêmement complexe à interpréter, bien entendu, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on survole une période de 3 siècles, forcément, on n'entre pas dans tous les détails. Ah non, on est d'accord. Ce que je veux faire, c'est fournir des points de repère, des choses qui permettent de mieux comprendre des ouvrages d'histoire ou des émissions de télé ou autres, surtout des ouvrages d'histoire plus que des émissions de télé. Parce que si on regarde une émission de Stéphane Bern, on ne va rien retrouver de ce que moi je peux raconter, bien entendu. Stéphane Bern, c'est autre chose. Mais notre objectif, c'est ça, c'est d'apporter des éléments critiques qui permettent de se faire sa propre opinion après dans les lectures qu'on peut faire. Enfin, moi, ce qui me laisse pantois et étonné, moi j'ai écouté Franck Ferrand sur les rois. Donc, j'en sais un peu plus qu'avant, hein, parce que c'était la semaine dernière. Bon, quand vous avez Éléonore d'Aquitaine, elle donnerait des leçons à toutes les femmes modernes, déjà. Donc ce qui est impensable, si vous voulez, c'est qu'il y avait quand même des femmes qui arrivaient avec leur personnalité à faire tout le contraire de ce que faisaient les autres. Premièrement, ça c'est assez sidérant, si on peut employer le mot. Vous parlez des marchands, etc. Les nobles et tout, ils portaient des tentures qui étaient amenées par les marchands. Les femmes avec leur hénin, elles voulaient être belles. Donc ça s'est fait en même temps, tout cela. Bien sûr. Allez, je reprends le cours de mon histoire. Donc, c'est par là. J'étais arrivé à la fabrique. À la fabrique. Donc, manufacture éclatée, manufacture réunie, fabrique. Donc, le stade de la fabrique, le process de production tend à s'autonomiser. Parmi les éléments de contexte favorables, vous avez la Renaissance, qui est la source d'une abondante littérature technique, Léonard de Vinci, bien sûr, mais il n'est pas le seul, il y a d'autres beaucoup moins connus aussi. Plus tard, il y aura l'encyclopédie hein, de Diderot et d'Alembert. Bon, c'est pas là, hein, c'est pas dans cette période-là.
Mais disons que petit à petit, il va y avoir comme ça un flux progressif de littérature technique qui va permettre aux ingénieurs, c'est une figure qui apparaît au XVe, XVIe siècle, qui va permettre aux ingénieurs de travailler différemment dans d'autres conditions. Et aussi une autre figure qui apparaît, l'architecte. L'architecte. Les moyens de travail évoluent. Alors il faut citer là le moulin à eau, le moulin à vent, tout ça qui sont mis au service de l'industrie, pas seulement pour faire du pain et autres, hein, mais moulin à eau, moulin à vent pour l'industrie. La manivelle, eh oui, la manivelle, il fut un temps, elle n'existait pas, elle est apparue au XVe, XVIe siècle. La bielle des machines à vapeur, la bielle, qui permet de transformer un mouvement circulaire en mouvement linéaire. Le volant d'inertie qui permet de régulariser, d'amortir les à-coups d'un mouvement. La courroie de transmission, le rouet à pédale, la meule à aiguiser à pédale. Alors, pourquoi je prends le temps de citer tout ça? C'est parce que, à mes yeux, ce sont des objets, des outils, des moyens de travail qui sont, pour moi, représentatifs, expressifs d'un certain état des forces productives, des moyens de production. Et donc je crois que c'est utile de savoir que ce genre de moyens de production est né à ce moment-là. Alors, il y a donc des développements, ce genre de développement. Il y a aussi des limites, bien entendu. Il faut indiquer le fait que la technique manque de base scientifique encore. Très nettement. La physique, la chimie, etc. sont encore dans les limbes, et donc c'est pas du tout, formidable, hein, bien entendu. La matière de travail ultra dominante, c'est le bois. Le bois. Hein. Combien de forêts ont été abattues, de lieux s'appellent les essarts, c'est-à-dire les essarts, c'est là où on a abattu la forêt. Et le bois tellement utilisé que, à un moment donné, au cours de cette période, une pénurie de bois va se faire jour. Il faut le savoir aussi. Globalement, les forces motrices, à cette époque-là, encore une fois, pris à 15 000 mètres d'altitude, c'est l'homme, c'est les animaux, les moulins et le feu. L'homme, les animaux, les moulins et le feu. Les maigres progrès scientifiques et techniques vont quand même rendre possible quelques avancées significatives sur la voie de l'automatisation des process de travail. Quelques exemples là encore. La scierie, le filage mécanique de la soie, les métiers à tisser mécaniques, la machine à tricoter, ainsi que le foulage, l'étirage, le pressurage, le lustrage, le pressage et le découpage des tissus. Beaucoup de ces progrès se sont faits par essais et erreurs, mais ils se sont faits quand même. Et quand les bases scientifiques seront acquises au fil du temps, eh bien, ces progrès seront amplifiés, démultipliés, évidemment. Au total, entre points d'appui et limites que j'ai évoqués successivement, nombre d'activités vont quand même rester au cours de la période à cheval entre la manufacture et la fabrique. On est là aussi, de ce point de vue-là, c'est très clair, on est dans un entre-deux. Les progrès,
Ils ont eu lieu, mais il y a un mais, quoi, hein, ça reste dans un entre-deux. Le cinquième point que je veux évoquer, c'est le marché capitaliste, le fameux marché capitaliste. Le capitalisme, bien sûr, vous le savez, suppose pour fonctionner un marché adéquat. Ça veut dire quoi un marché adéquat? Ça veut dire un marché large et extensible pour absorber une production en expansion, puisque c'est aussi un autre caractère du capitalisme d'être toujours en extension. Et c'est aussi autre chose, c'est aussi un marché régulier et réactif pour répondre aux exigences de circulation du capital, qui veut s'investir, s'amortir, s'arrondir, hein, s'investir, s'amortir, s'arrondir entre guillemets, en permanence. S'investir, s'amortir, s'arrondir, et toujours. C'est pas un cercle fermé, c'est plutôt un cercle comme ça, hein, une ellipse. Sur le premier aspect, marché large et extensible, il faut citer en tout premier lieu, bien entendu, l'expansion commerciale et coloniale. Ah oui, marché large et extensible. Mais aussi ses retombées en Europe, par exemple sur la construction navale. C'est hallucinant. La filière de la construction navale à cette époque, c'est quelque chose d'époustouflant. Et en fin de compte, à travers, au-delà de la construction navale, et en fin de compte, sur l'ensemble de l'économie. Par ailleurs, je ne vais pas y insister, mais de nouveaux marchés se sont créés pour de nouveaux biens de consommation. On a un tout petit peu dit des choses tout à l'heure. En outre, l'afflux de métaux précieux, donc le gonflement de la masse monétaire, va accroître globalement les échanges marchands, et en plus de ça, l'élargissement des marchés a favorisé l'approfondissement de la division du travail. Marché élargi, beaucoup plus de marchandises à produire, donc c'est favorable à l'approfondissement de la division du travail. Un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça, etc. C'est ça que l'on peut faire quand le marché est large. Quand il est étroit, non. Chacun fait tout le produit à lui tout seul. Et puis, dernier aspect, l'élargissement des marchés a favorisé leur concentration entre moins de mains, hein, moins de propriétaires. Sur le second aspect, c'est-à-dire le marché régulier et réactif, on pourrait citer beaucoup de choses, mais je vais citer l'apparition du phénomène de la mode. Bon, bien sûr lié avec l'Ancien Régime, les nobles, etc., bien entendu. Hein. Mais je vous indique que Beer y consacre 5 pages intéressantes dans ce livre-là. Elles sont intéressantes, elles sont originales, on va dire. Hein. Oui. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'or qui est arrivé, et que c'était important, je me pose la question, une fois que c'est arrivé, c'était à qui et comment c'était réparti? Qu'est-ce qu'on faisait avec cet or, cette tonne d'or? Il était introduit dans le circuit économique, donc il devenait immédiatement, il était transformé dans, monnaie d'échange, dans la monnaie locale. Tu vois, ça restait pas de l'or, ça pouvait devenir de la monnaie, et ça pouvait aussi être thésaurisé par des personnes. Hein, immédiatement, de toute façon, l'or a été un motif de thésaurisation, immédiatement. Et quand il est arrivé, alors là, par contre, j'ai pas les chiffres de thésaurisation de l'or, mais ça a été immédiat, ça, le phénomène de la thésaurisation. Mais il ne faut pas oublier le fait de transformer l'or en monnaie. Hein? Le rôle des États, peut-être aussi. Alors, les États ont leur rôle là-dedans. Ce sont les États qui sont à la manœuvre pour la colonisation.
c'est eux qui récupèrent l'or. C'est eux qui récupèrent l'or. Et donc, c'est la reine d'Espagne qui commandite Christophe Colomb, etc., etc. Ce sont les grands de ce monde qui organisent. Il fallait armer les bateaux. Hein. Il fallait armer les bateaux, il fallait des sommes énormes. C'était un pari, un risque, évidemment. Bon, là, il a été gagné. Hein. C'est un pari qui a été gagné par l'Espagne, le Portugal, en l'occurrence, puisque c'est eux qui ont fait tout ça, l'Espagne et le Portugal, et pari réussi, et c'est par eux qu'est arrivé l'or en Europe. Et d'ailleurs, tu parlais des marchés, là, tu me fais penser, l'Espagne et le Portugal, eux, ils ont tout de suite compris, c'était les premiers qui, finalement, découvraient, entre guillemets, des nouveaux mondes pour nous, quoi. Bon, les premiers, ils se sont concertés pour faire un traité 2 ans après la découverte de Christophe Colomb, en 1494, donc, ils ont fait un traité de Tordesillas, qui partageait les découvertes, les marchés. Toi tu prends cette telle côte, moi je prends telle côte, et voilà. Et j'ai lu, parce que je regardais ton truc là, et j'ai lu, je ne sais plus où, que Karl Marx, il a dit, je ne sais plus dans quelle œuvre, que ce traité de Tordesillas était fondamental pour le développement. Je ne sais pas si tu avais vu ça quelque part. Non, ça dit rien. Et moi je me suis dit, ah oui, ben là, ils avaient tout compris, les marchés, quoi. De grands marchés. Voilà. On se partage le butin. Voilà, c'était les... Prenons, je continue la réponse. Les États ont l'or. Les États ont l'or. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Contracter des dettes. Donc, et oui, donc ensuite ils servent, il faut qu'ils remboursent. Donc ça crée et ça amplifie cette couche des financiers. Un pouvoir d'achat. Des financiers qui financent la monarchie et avec un taux d'intérêt, etc. etc. Bon. Et ensuite, eh bien, les financiers investissent à leur tour dans les activités économiques, ou bien ils poursuivent avec leurs bateaux, ils poursuivent la colonisation ici ou là, etc., etc. Voilà, donc c'est sans fin, c'est sans fin. Et à mesure que l'or arrive, donc on a dit tout à l'heure un chiffre que j'ai oublié, c'est une proportion énorme. C'est multiplié par 20. Multiplié par 20, le chiffre, vous l'aurez dans la trace écrite. Eh bien, à mesure que l'or arrive, il y a des activités qui sont... Un stimulant énorme. Et en plus de ça, les traités de Tordesillas, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc les pays, ils vont se battre pour avoir les colonies, les marchés. Ils vont faire la guerre. Louis XIV, il a fait que ça. On va y venir après. Il a besoin d'argent. Et bon, il s'adresse aux banquiers. La course. Voilà. Alors, sur l'aspect marché régulier et réactif, ça c'est quelque chose d'assez intuitif, marché régulier et réactif. N'importe quel capitaliste veut que le marché sur lequel il est installé soit régulier et réactif. Il y a le phénomène de la mode. Bon, je vous laisse consulter l'abrégé par exemple. On va changer de mode de consommation sur cette histoire de marché régulier et réactif. On va passer, dit Beer, d'une consommation qui est décidée par de grands acteurs, style noble, féodaux, nobles, monarchie après, etc., etc., qui gèrent des grands groupes,
la cour, les monarques gèrent la cour, les nobles gèrent leur suite, des grands groupes, hein, plein de personnes, hein, et qui passent des grandes commandes, grands acteurs, grands groupes, grandes commandes. Hein, on passe de cette consommation-là à un autre type de consommation, une consommation d'Ibir à hauteur d'homme. Alors, à hauteur d'homme, c'est-à-dire, c'est des gens comme vous et moi qui achètent et qui font attention. Ils ont un budget, etc. Et ils sont attentifs à la qualité, à la quantité, etc. quoi. Enfin bref, des trucs tout bêtes. Hein. Donc on passe d'un premier type de consommation à un deuxième type. Beer résume ainsi les choses. Le parachèvement des rapports capitalistes de production va de pair comme cause et effet à la fois, avec une emprise grandissante de ces rapports sur toutes les sphères de la vie sociale, bien au-delà de sa seule sphère économique. Il implique un devenir capitalisme du monde au sens d'une appropriation de toutes les pratiques sociales aux exigences de la reproduction du capital comme rapport de production. Et je passe maintenant au 6e point de cette première partie, les politiques mercantilistes. Alors, autre aspect important. Oui. Beer, il rappelle une nouvelle fois, hein, contre la légende libérale, que le capital n'aurait pas pu se parachever sans l'intervention décisive de l'État. Là aussi. Donc, les politiques mercantilistes, on va voir comment l'État, là aussi, s'en mêle. Et on peut dire d'ailleurs de ce point de vue-là que le mercantilisme, il reflète, de ce point de vue-là, eu égard à cette intervention de l'État, il reflète aussi le caractère absolutiste des États. Le mercantilisme, il est lié aussi à ça, au caractère absolutisme des États. Parce que ces États, ils entendent affirmer leur souveraineté dans le domaine économique, et le fait, c'est le fait que les intérêts économiques capitalistes sont également, ça les intéresse, sont également des choses où ils veulent intervenir. Autre point important à souligner, c'est le fait que la doctrine mercantiliste considère que l'économie est un jeu à somme nulle. En quoi c'est important? Ça veut dire quoi, ça, jeu à somme nulle? Ça veut dire que ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres. Bien. Eh bien, Colbert dit par exemple... le commerce est une guerre d'argent. Et on ne peut pas augmenter l'argent qu'en même temps qu'on en ôte la même qualité aux États voisins. Alors ça veut dire une chose très importante et très grave en même temps, c'est que le mercantilisme, c'est une doctrine qui véhicule une vision belliciste des relations entre les États. Parce que ce que l'un il a, ben, l'autre l'a pas. Et inversement. Ce que je n'ai pas, c'est parce que l'autre l'a. Ça crée des ambitions. Ça crée des ambitions et ça génère la guerre. La guerre. Le trésor public, c'est quoi le trésor public dans ces conditions-là? Trésor public de la monarchie, ben, ça n'est jamais qu'un trésor de guerre. Le trésor public, c'est un trésor de guerre. Il faut qu'il soit le plus gros possible pour faire la guerre. Autre idée, autre conséquence, la puissance du prince dépend de la richesse de ses sujets, puisque ces sujets alimentent le trésor public. Autrement dit, la puissance du prince et la prospérité bourgeoise signe égal. Signe égal. Vous voyez là la complicité que cela crée. Oui. La complicité que cela crée entre l'autorité publique, là, les princes, royauté, monarchie, selon l'époque à laquelle on se situe, et
les nouveaux acteurs économiques bourgeois qui arrivent. Hein. Ils vont tout de suite trouver face à eux une puissance publique bien tournée, hein, qui va avoir les yeux de Chimène pour eux. Et donc, ça va se traduire, au-delà de ces idées générales, ça va se traduire par des faits, des politiques concrètes. Je vais en prendre 3. Hein. D'abord, les États vont développer les capacités productives de la nation à leur niveau. Ils vont mettre en place une politique démographique. Ils vont favoriser la mise en culture de nouvelles terres. Ils vont favoriser les nouvelles manufactures. Ça, c'est connu. On l'apprend à l'école. Ils vont favoriser les fabriques à privilèges, c'est-à-dire des usines qui ont un privilège royal. Ils vont augmenter le temps de travail. Soyons sérieux, hein? Soyons sérieux. Tout le monde n'est pas retraité, hein? Ils vont augmenter le temps de travail. Ils vont participer, contribuer à la formation de la main-d'œuvre. Ils vont avoir une politique d'amélioration de la fertilité des sols et aussi une politique de protectionnisme, évidemment. Vous voyez tous les aspects, tous les aspects. Tout ça, c'est dès le 15e, 16e siècle. Deuxièmement, ils vont libérer le commerce intérieur de toutes ces entraves, sans aller jusqu'au bout. Hein. Dans l'Ancien Régime, il y a encore pas mal d'entraves qui demeurent. Mais quand même, sous l'Ancien Régime, il va s'en faire des choses. Par exemple, on va favoriser, l'État va favoriser la circulation de l'argent plutôt que de le thésauriser. Eh oui, capitalisme, hein, donc il faut que ça circule. Il va développer le crédit commercial et bancaire. Il va développer les monopoles royaux. Il va développer les marchés publics, développer les entreprises d'État, je viens de le dire, les entreprises à privilège. Multiplier les dérogations à ces foutus droits des corporations. Hein? Donc on va multiplier les dérogations. Améliorer les moyens de communication et de transport, etc. etc. Vous remarquerez que ce qu'on apprend à l'école, c'est surtout l'amélioration des moyens de communication et de transport. Ça mange pas de pain. Mais le reste, si un peu les entreprises à privilège, les fabriques, les manufactures royales. Et troisièmement, l'État va appuyer l'expansion commerciale et coloniale. C'est lui qui crée les grandes compagnies des Indes orientales, des Indes occidentales, qui sont des compagnies commerciales à privilège, qui sont aidées par la royauté ou la monarchie. Il met en place des aides et des subventions et il participe aussi il aide la construction navale. L'action de l'État va se traduire aussi par encore d'autres choses. La création du corps des ponts et chaussées, 1617. 1617. La création de l'école des ingénieurs des ponts et chaussées qui existe encore, 1747. L'imposition de la monnaie royale dans les échanges, parce que fut un temps, les échanges se faisaient avec des monnaies diverses et variées. À un moment donné, la royauté impose sa monnaie. Eh oui, elle a l'or. Elle a l'or, elle frappe sa monnaie, elle impose sa monnaie. Et puis, un début d'unification juridique et d'unification douanière. Un début, parce que c'est vraiment la Révolution qui va régler le problème. Alors, Alain Beer résume. En définitive, la grande originalité du mercantilisme en tant que doctrine économique a résidé sans aucun doute dans le fait qu'il raisonnait d'emblée en termes d'économie nationale. La proto-nation est son type de référence et non l'individu comme pour le libéralisme. Et d'affrontement entre les
proto-État-nation en cours de constitution pour le partage du marché mondial. Le mercantilisme aura d'abord été une stratégie cohérente de construction et de consolidation du marché national dans un contexte d'intense affrontement commercial et militaire entre les proto-nations européennes. Voilà pour la première partie, donc c'était le titre, je vous le rappelle, l'approfondissement des rapports capitalistes de production. Vous voyez que là on a listé une liste, on a fait une liste impressionnante de nouveautés de toutes sortes, financières, matérielles, etc., etc. Une liste impressionnante de nouveautés. Donc deuxième partie, les guerres et révolutions. Donc les guerres d'abord. Beer fait un constat qui a d'ailleurs déjà été fait à propos de l'analyse des politiques mercantilistes. Donc les guerres, Beer, c'est... Je zappe il zappe. Des passages parce qu'on a pris du retard. Alors, donc, les guerres... Oui, j'ai compris. Mais je gère le silence. Donc, les guerres. Beer fait d'abord un constat qui est le suivant. Le parachèvement des rapports capitalistes de production a engendré la guerre et réciproquement. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Quand on zappe des passages, ce n'est pas bien grave puisque vous avez la trace écrite sur le site internet. Il n'y a pas de souci. Et de revoir la vidéo. Et de revoir la vidéo. Oui, j'aurais vu d'ailleurs ça. Le premier élément qu'il faut dire, qu'il faut mentionner, et il faut vraiment insister là-dessus, c'est que la guerre est inhérente au capitalisme et au proto-capitalisme aussi, mercantile, que nous sommes en train d'étudier. Là, ce qui nous occupe aujourd'hui ce soir, c'est le proto-capitalisme. Elle est inhérente au proto-capitalisme parce que son moteur principal, c'est l'expansion commerciale et coloniale, et parce que c'est la guerre qui, en dernier lieu, est le juge de paix, qui répartit les gains et les pertes entre les différentes nations en lice. Et donc, la guerre, elle pouvait découler du fait que telle ou telle nation s'estimait défavorisée, eh bien, elle s'engageait dans une guerre pour, remettre les choses à l'heure. C'est écrit ainsi en 1926. Henri C., c'est un historien. Depuis 1670, les grandes guerres, notamment la guerre de Hollande, mais aussi la guerre de la Ligue d'Augsbourg, ont été en grande partie provoquées par des rivalités économiques. Et les clauses commerciales des traités de paix prennent une ampleur de plus en plus considérable. Voilà. Donc là, il faut que vous alliez dans l'abrégé ou dans la trace écrite, mais les guerres, c'est merveilleux pour l'accumulation du capital commercial, du capital financier, du capital industriel. Il faut alimenter les troupes, il faut alimenter la royauté ou la monarchie pour faire la guerre, etc., etc. Il faut sécuriser les circuits commerciaux. Enfin bref, là, la bourgeoisie industrielle, commerciale et financière s'en est donnée à cœur joie. Et tout ce tohu-bohu, tout ce ramdam, on va dire, eh bien, il a eu des conséquences sur la composition sociale de la société, sur les ordres et les classes. La société d'avant-régime, c'est une société d'ordre. Mais ce que nous sommes en train d'observer, c'est que apparaissent ces nouveaux acteurs, les bourgeois, les financiers, les commerciaux, les industriels, et qui, eux, les ordres, c'est pas leur truc à eux. Eux, c'est la classe qui les caractérise, qui les identifie. Et donc, il y a un mouvement qui va se produire au fil des siècles. Je vais le caractériser très rapidement. En gros, si vous voulez, vous allez avoir un mouvement de passage, de délitement
d'effritement des ordres. Vous les connaissez, les nobles, le clergé, le tiers-état. Alors, le tiers-état, c'est justement lui qui fait problème, puisque là, il y a la bourgeoisie qui s'agite. Hein. Bon, dedans, dans le tiers-état, il y a les paysans. Bon, les paysans, de temps en temps, ils se rebellent, bien sûr. Mais bon, les paysans, en gros, ils sont encore, pour un certain temps, en tout cas dans le système. Et donc, ces ordres-là vont se déliter un petit peu. J'ai dit tout à l'heure, par le haut et par le bas, pour la féodalité, etc. Bien. Et ce sont les logiques de classe qui vont apparaître. Prenons le clergé, par exemple. Le clergé, sous l'Ancien Régime, il est puissant, mais divisé. Il est puissant pourquoi? Parce qu'il est le plus gros propriétaire foncier du royaume, entre 6 et 10% des terres cultivées. Et oui. Plus les propriétés urbaines, donc ça fait beaucoup. Il émarge aux différentes redevances seigneuriales quand il exerce des droits seigneuriaux, quand ils sont également propriétaires fonciers seigneurs. Il perçoit la dîme, bien sûr. Et voilà. Et enfin, il touche les intérêts des emprunts qu'il consent à un peu tout le monde, et en particulier à la monarchie. Sa puissance est adossée à celle de l'État. On a appelé ça l'alliance du trône et de l'autel. Le clergé ne fait d'ailleurs pas que financer l'État, il lui fournit aussi une partie de son personnel d'ailleurs. En contrepartie de quoi l'État monarchique va se faire le bras armé de l'Église. Mais ce clergé est divisé. Il faut nettement distinguer entre le haut clergé, cardinaux, archevêques, évêques, abbés, abbesses, qui recrutent essentiellement, voire exclusivement, dans la noblesse. Et le bas clergé, curé, vicaire, moine et monial ordinaire, et qui est d'extraction roturière. Bref, le premier ordre n'échappe pas à la division et à l'opposition en classe sociale. Là, vous avez une vision réelle, toute faite de tension, hein, du clergé. Hein. Le clergé, non. Haut clergé, bas clergé, oui. Le clergé avec un C majuscule, ça n'existe pas. La noblesse, c'est pareil. La noblesse, elle est en déclin et elle essaie de freiner des quatre fers par rapport à toutes les évolutions. Les causes de son déclin, elles sont nombreuses. Vous avez la lutte des serfs pour alléger leur exploitation. Vous savez qu'une partie des serfs ont d'ores et déjà été affranchis sous la noblesse, une proportion non négligeable, 10, 15, 20, 25% peut-être. Hein. Donc ça, c'est autant de main-d'œuvre qui n'est plus gratuite. Les luttes entre les seigneurs eux-mêmes qui s'opposent pour la terre, pour les hommes, pour le pouvoir. Et puis, les prémices des rapports capitalistes de production. Donc là, on va rejoindre une remarque de tout à l'heure. Je viens de parler de la régression du servage. Il faut aussi parler de la régression de la propriété foncière qui diminue. La disparition du droit de battre monnaie. Eh oui, la monarchie croît et embellit, elle se réserve ça pour elle. L'amputation du droit de rendre justice, la monarchie se le réserve pour elle. Et ils vont finir par ne plus avoir aucun droit de rendre justice. Et puis la relativisation considérable au fil du temps de la puissance militaire de la noblesse, qui va finir par devenir famélique, hein, carrément famélique. On connaît
des révolutionnaires qui étaient des nobles, mais on sait qu'ils étaient d'une famille complètement ruinée en réalité. Bien sûr, ils étaient comtes, machin, truc, etc. En réalité, ils n'avaient pas le sou. Hein, et ils étaient encore moins aisés dans leur mode de vie que des artisans, des commerçants, etc. Bon, et donc, ils vont essayer de résister à tout ça, mais avec des résultats qui seront très incertains, se mettre au service de l'État, des choses comme ça, ou bien faire alliance avec la bourgeoisie. Il y a des nobles qui vont marier leur fils ou leur fille avec des bourgeois. La bourgeoisie, en ce qui la concerne, c'est une classe en ascension, on vient de le dire, mais elle est dominée politiquement. Le terme de bourgeois est en train d'acquérir son sens contemporain. Par son capital, la bourgeoisie contrôle l'essentiel du commerce et une part croissante de la production artisanale sous forme de la manufacture éclatée et de la production industrielle, manufacture automatique, tout comme la production agricole dont elle découle les produits. Elle est de même maîtresse du crédit, ce qui fait de nombreuses familles nobles, y compris les plus prestigieuses, mais aussi des monarques. Tout ça, ce sont ses obligés. Voilà. Donc, bon, on peut distinguer, bien entendu, je l'ai déjà fait d'ailleurs, hein, bourgeoisie marchande, bourgeoisie industrielle, bourgeoisie d'État, etc., etc. Je n'y reviens pas. Et puis, les classes subalternes, qu'est-ce qu'elles deviennent dans tout ça? On y trouve la petite bourgeoisie, les artisans, les commerçants, les professions intellectuelles, la paysannerie. Alors la paysannerie, c'est un patchwork très impressionnant de situations diverses et variées. Et puis le proto-prolétariat, les contremaîtres, les ouvriers et le sous-prolétariat. Globalement, on va dire que tous ces gens-là n'ont pas la voix au chapitre. Et je passe à un autre sujet qui est la question de l'absolutisme et des révolutions bourgeoises. L'absolutisme, c'est un sujet qu'il faut évoquer. Pourquoi? Parce que c'est au cours de cette période qu'on voit le passage de la royauté à la monarchie et à l'absolutisme. Quand on dit royauté, on peut le mettre au pluriel, pas forcément un grand pluriel, mais on peut le mettre au pluriel. En France, à telle ou telle époque, il y a pu y avoir plusieurs rois. Quand on dit monarchie, par contre, c'est terminé, c'est le singulier. C'est bien la caractéristique du passage de la royauté à la monarchie, c'est que monarchie, c'est mono. Hein, mono-archie. Donc, il n'y a plus qu'un seul titulaire. Et la monarchie... C'est quelle date l'apparition de la monarchie? Alors, les dates, je vais vous les dire tout de suite. C'est 11e, 13e, 14e. Louis XI alors? Ce processus. Ces processus. Et 11e, 12e, 13e, 14e, c'est ça le processus. Et après, l'absolutisme, le sommet de l'absolutisme, c'est avant Louis XIV, mais le sommet de l'absolutisme, c'est Louis XIV. Voilà. C'est avant Louis XIV. Hein. Mais le sommet, c'est lui qui porte ça à un haut degré de perfection, avec une autre caractéristique, 17e, c'est qu'il emploie, on va dire, à haute dose, la bourgeoisie. Alors là, les féodaux, la noblesse, évidemment, elle tire la gueule, évidemment. Donc ça lui reviendra en boomerang, fin 17e, début 18e, la noblesse va se venger de Louis XIV. Ça, la vengeance étant un plat qui se mange froid. Alors, sur l'absolutisme, l'époque donc est marquée par des révolutions dans la configuration des sociétés,
Et la toute première révolution, eh bien, c'est la révolution de l'absolutisme. D'abord, durant la période proto-capitaliste, les luttes entre ordres et entre classes conduisent un peu partout en Europe occidentale au renforcement des États et à leur évolution vers un absolutisme plus ou moins marqué, fondé selon le cas sur un compromis entre noblesse et bourgeoisie, ou du moins différentes couches ou fractions de ces dernières au sein du bloc au pouvoir. Voilà. Là, Beer, vous voyez, Beer, il est nuancé, etc. Il n'est pas catégorique, c'est parce que il décrit une situation européenne globale. Hein. Il ne décrit pas la France, il décrit... Donc, il essaie de faire une synthèse entre différents cas de figure. Le passage des royautés aux monarchies à l'échelle de l'Europe se fait au cours des 11e, 12e et 13e siècles. Et le passage des monarchies aux absolutismes, quant à lui, se fera au 14e, 15e siècle, assez tôt, mais dans des formes jeunes, on va dire, dans des formes jeunes. Nous, ce que nous avons retenu, c'est l'absolutisme de Louis XIV. C'est celui qu'on connaît le mieux, mais, et qui est encore porté au nu aujourd'hui. Mais l'absolutisme, c'est 14e, 15e siècle. Et donc, quand on dit absolutisme, derrière, il faut voir que la noblesse, derrière, elle souffre, évidemment. Elle est réduite à un statut secondaire. En ce qui concerne la bourgeoisie, la convergence de ses intérêts avec l'État, elle va se renforcer, elle va se manifester par les politiques mercantilistes, l'accumulation et les profits pour les bourgeois, la prospérité pour l'État via la fiscalité et l'emprunt. Assurer l'emprunt, c'est les bourgeois qui sont derrière, bien sûr, voir ce qui vient d'être dit. Et puis, par ailleurs, l'État, il va faire quelque chose pour les bourgeois, il va leur procurer des offices qu'il faut acheter, mais, et puis c'est une source de revenus pour la royauté ou pour la monarchie, mais pour les bourgeois, c'est une source de revenus aussi. Les notaires. Pardon, oui, ce genre de choses. Et puis alors, il y a des tas de trucs, des tas d'offices divers et variés. C'est une forêt, carrément une forêt, cette histoire d'office. Et puis le roi décide un jour de mettre en vente telle ou telle catégorie d'offices quand il est à court d'argent. Tout ça est une grande actualité. Ah ben, bien sûr. Bon, voilà pour l'absolutisme. Maintenant, sur les révolutions bourgeoises, là aussi, Beer décrit les révolutions bourgeoises au niveau global de l'Europe, donc il ne rentre pas dans la révolution bourgeoise française en particulier, ça c'est le travail du tome 3, mais bon, au niveau de l'Europe va venir le temps des révolutions bourgeoises. Beer distingue trois aspects, trois niveaux, le plan socio-économique, le plan sociopolitique et le plan idéologique. Alors il dit, sur le plan socio-économique, la révolution idéale supposerait à minima 4 mesures au niveau de l'Europe. La réforme agraire, exproprier les producteurs, donc j'en ai déjà parlé, et donc la révolution, là on parle de révolution bourgeoise, là on n'est pas en train de parler de quelque chose qui se fait dans le cadre de l'Ancien Régime, on est en train de parler de révolution bourgeoise. Donc là on disait exproprier les producteurs, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Donc attention, là on ne rigole plus, il faut finir le travail. Parachever la création du marché capitaliste au niveau national. Allez, pour la Révolution, quel est le grand exemple? C'est les poids et mesures. C'est les poids et mesures, le mètre étalon,
Et puis alors après, il y a tout un tas de frontières qui disparaissent, hein, entre régions, entre, etc. etc. Hein, j'ai oublié moi, tout ça. Toutes les douanes qui disparaissent, l'octroi, enfin bref, je passe sur tout ça. Mais bon, le grand exemple symbolique, des mesures aussi. les poids et mesures, hein, le grand symbole, c'est les poids et mesures. Il y a, au 19e, dans la foulée de la Révolution, il y a un ministère ou un bureau des poids et mesures. Donc c'est un truc fort, ça, très fort. Bon, réformer les finances publiques aussi, c'est le quatrième chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire abolir les privilèges fiscaux et avoir le contrôle des assemblées représentatives sur l'usage des deniers publics. Hein. Donc ça, c'est les 4 choses que Beer repère comme condition minimale pour dire qu'il y a une révolution bourgeoise, réforme agraire, expropriation des producteurs, marché capitaliste intégral et réforme des finances publiques. Sur le plan sociopolitique, bon, il faut quand même, c'est le minimum, que les bourgeois soient dans le bloc dirigeant. Hein, la grande bourgeoisie, on s'entend. Hein, on ne parle pas des petits bourgeois, qu'ils aillent regarder ailleurs. Mais on parle de la grande bourgeoisie financière, commerciale, industrielle. Elle doit être dans une position hégémonique dans le bloc dirigeant. Mais en ce qui concerne le régime, allez, va pour la monarchie constitutionnelle, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé chez nous, hein. Et puis la République, oui, pourquoi pas, hein. Mais la bourgeoisie, la monarchie constitutionnelle, ça nous va aussi, hein. Enfin bref, là ils sont dans une certaine incertitude, et cette incertitude, eh bien, vous allez la retrouver tout au long du 19e siècle français. Tout au long du 19e, ça va, ça vient entre monarchie constitutionnelle et république. Alors le mot république, c'est le siècle mayonnaise. Hein, ça y va, hein, ça y va, la République, la République, la République, la République. Mais bon, la République, ce n'est jamais qu'en 1879. Hein. Avant, eh bien, il y a beaucoup d'autres choses. Alors là, je passe. Sur le plan idéologique, troisième plan que distingue Beer, eh bien, les choses, en fait, elles sont largement commencées, presque finies. On va voir en janvier les 2 conférences sur 1770-1790. On va voir que dans ces années-là, avant la Révolution, l'hégémonie bourgeoise, elle est assurée, et bien assurée. Dit Beer, ces avancées ne passent pas forcément toutes par des conflits violents. Ainsi en a-t-il été, en particulier, dit Beer, des évolutions culturelles. Voilà. Par contre, malgré tout, avant la Révolution, la bourgeoisie, bien sûr, elle avait beaucoup à dire sur les privilèges économiques, de la noblesse et du clergé. Elle n'était pas spécialement enchantée de devoir acheter les offices. Elle aurait bien aimé que ça soit autrement. Ou les titres nobiliaires aussi. J'en ai pas parlé de ça. Mais la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, assez vite, elle achète des titres nobiliaires. Bon. Alors, acheter les offices, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour être intendant. Oui. Intendant de Guyenne. C'est une région, à l'époque, sous l'Ancien Régime, une région du Sud-Ouest. Oui. Intendant de Guyenne. Par ici, là-bas. Tu veux être intendant de Guyenne? Écoute. D'accord. Eh oui, tu me payes. Tu me payes, oui. Eh oui, et tu seras intendant de Guyenne. Ah, c'est ça, d'accord. Et tu auras un statut de privilégié. Et tu seras privilégié. Voiture, chauffeur, grand train.
etc. D'accord, j'ai compris. T'as compris? L'État a acheté les offices. Alors, Acheter Beer, un office. je peux y aller là? Allez, oui. Alors, Beer juge que les freins au développement du capital ne manquaient donc pas. Et il poursuit. Largement produit par la logique proto-capitaliste, l'État absolutiste finit aussi toujours par entraver cette dynamique, voire dresser un obstacle qu'il devient nécessaire d'abattre pour lui permettre de poursuivre sa progression et de se parachever. Et c'est pourquoi, dans toutes les formations sociales en transition entre le féodalisme et le capitalisme, les lentes mais profondes évolutions de l'un à l'autre finissent tôt ou tard par se trouver brutalement accélérées par des épisodes révolutionnaires venant briser les barrières institutionnelles qui, notamment sous la forme d'États absolutistes, les bloquent, les freinent ou les dévient. Alors, autre chose qu'il faut, que je voudrais évoquer et qu'il faut retenir également, c'est que, vous voyez, on est dans une période qui, à tous égards, est une période de transition, tout bouge, tout est incertain. Eh bien, pour la Révolution aussi, ça va être le cas, c'est-à-dire que vous prenez la noblesse et le clergé, vous prenez la bourgeoisie, eh bien, chacun de ces ordres, enfin c'est ordre et classe, hein, noblesse, clergé, ce sont des ordres, la bourgeoisie c'est une classe. Eh bien, dans tous ces ordres et classes, vous allez avoir des gens d'un côté et de l'autre de la Révolution. Faut pas croire. Hein. Au sein du clergé, ben, le bas clergé, il est du côté de la Révolution. Au sein de la noblesse, tous les pauvres ducs, machin truc, désargentés, ils vont être du côté de la Révolution. Pas forcément, hein, pas forcément. Parce que il y a aussi le mental qui peut les bloquer, et bien sûr, évidemment, l'idéologie qui peut les bloquer, bien entendu. Mais on va avoir des gens des deux côtés. Et pour les classes subalternes aussi, pour la petite bourgeoisie, pour les paysans. Alors les paysans, c'est encore eux qui sont les plus homogènes, ils sont acquis à la Révolution. La terre, hein, c'est la terre qui les attire. Hein, c'est la Révolution dans la réglementation de la terre qui les attire. Bon, qui les attire du côté de la Révolution. Bon, mais voilà. Et le proto-prolétariat, Je ne sais pas où tu en es. D'accord. Justement, quant au proto-prolétariat, selon Beer, il passera inaperçu dans les révolutions bourgeoises à l'époque proto-capitaliste. donc là aussi j'ai résumé, vous voyez, pour la raison pour laquelle il faut qu'on se règle, c'est que j'ai résumé le texte. Alors, tout commence par une crise conjoncturelle de l'État absolutiste, venant brutalement aggraver une crise structurelle antérieure par une conjonction de mécontentements. Il faut que les différents mécontentements provoqués par la crise de l'absolutisme convergent en une même revendication de contrôle du pouvoir d'État. En outre, la Révolution est marquée par l'intervention autonome des différentes classes subalternes pour une autre redistribution des richesses. Voilà, ça c'est ça le processus de base. Hein. Au niveau de l'Europe, j'insiste une nouvelle fois, le processus de base, il faut une accumulation de mécontentement, crise structurelle, crise conjoncturelle, paf. C'est ce que nous avons quand on fait... Rien n'a changé. Pardon. Rien n'a changé. Quand on fait, voilà, quand on regarde la Révolution française, voilà. Donc il conclut avec Alors, cette... pour conclure, vas-y. Il conclut avec cette question. En quoi les résolutions, ou les révolutions plutôt bourgeoises, ainsi entendues, ont-elles été bourgeoises? Bourgeoises, elles l'ont été d'une part par le fait qu'elles ont partout et toujours résulté des contradictions, conflits, tensions et déséquilibres engendrés par la montée en puissance de la bourgeoisie et le lent parachèvement
des rapports capitalistes de production. Bourgeoises, ces révolutions l'ont été d'autre part en ce sens qu'elles ont consolidé le pouvoir de la bourgeoisie, écarté les obstacles persistants sur la voie du développement des rapports capitalistes de production et transformé une classe déjà hégémonique sur le plan culturel et en pleine ascension sur le plan économique en une classe politiquement dominante. Voilà. Le panorama, là, il est complet. Voilà. Donc là, vous avez un survol de ces 3 siècles-là, l'approfondissement des rapports capitalistes, les guerres et les révolutions. Alors, la partie guerre et révolution, comme vous avez pu le constater, je l'ai sérieusement résumé, mais vous avez la trace écrite et plus encore l'abrégé. Bon, franchement, si vous avez une tablette, hein, franchement une tablette, c'est un document PDF. Hein. Donc vous mettez le document PDF sur votre tablette et après la lecture, elle est relativement sympa. Moi, je préfère le papier, hein, moi aussi, mais quand je dois lire sur tablette parce que les documents n'existent pas, j'y arrive quand même, et ma foi, et on peut même prendre des notes, hein, souligner, etc. C'est pas une torture non plus. Voilà, donc là, dans 15 jours, c'est l'apparition de l'État, hein, tout au moins d'un État fort, quoi, hein, d'un État, on a vu hein, que l'État, très vite, il intervient. Mais au début de la période, c'est un État qui est un peu malingre, évidemment, et qui se fortifie progressivement. Donc on va regarder cette apparition de l'État jusqu'à ce qu'il devienne un acteur majeur de la société. Et puis après, on va étudier des aspects plus sociétaux, c'est-à-dire les mentalités. On va parler du contrat de travail, on va parler de la famille, on va parler de choses comme ça, vous voyez. C'est l'invention de la modernité, la société dans laquelle nous vivons, là aussi survolée, parce que Pierre, lui, est beaucoup plus précis, et puis en plus c'est un sujet un petit peu plus complexe que ce que nous avons vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on pataugeait dans l'économie, dans des choses comme ça, mais là, c'est plutôt les mentalités, la modernité. Pardon, dans quelle limite chronologique? Toujours la même chose. Ah, oui. Toujours la même chose, avant, toujours pareil. Mi-15e, mi-18e. Tout à l'heure, vous avez fait juste une allusion à la médecine. D'Amboise Paré à Lavoisier, il ne s'est rien passé. Oh bah si, moi je ne sais pas quoi, mais... Non, mais en gros. Bah, je ne sais pas. C'était les rebuteux, etc. Ouais, je ne saurais pas vous dire, là je ne suis pas un spécialiste. C'est le vide complet, quoi. Ben, la médecine, oui, je ne sais pas à partir de quand on peut parler de médecine. À Lavoisier, on commence à penser... Claude Bernard. Napoléon. Claude Bernard. Ouais, bah, c'est bien après. C'est bien après. Lavoisier, c'est la Révolution. Ouais, c'est un peu tôt. Non, c'est plutôt après, à mon avis. Oui, c'est après. C'est ce que je souligne. Je dis Lavoisier pour limiter la casse. Ouais. Merci bien pour tout. Voilà. Nous apporter de la culture, Voilà. du savoir, de la réflexion. Bravo. Allez.